Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous proposons notre épisode 213, une interview avec Hélène Rossino. Vous allez être touché par l'engagement de cette femme, par son hyperactivité au service des aidants. Hélène Rossino, vous êtes docteur en médecine, spécialisée de santé publique et de médecine sociale. Vous êtes lauréate de l'Académie de médecine pour votre livre Aidant ces invisibles et vous vous battez tous les jours pour la reconnaissance et l'accompagnement de ces millions de Français. D'ailleurs, il y en a même 11 millions. Vous avez publié de nombreux livres, dont Aidant ces invisibles en 2019 et également Ma famille, mon job et moi en octobre 2023 chez Robert Laffont. Forbes France, d'ailleurs, vous a élu parmi les 40 femmes d'exception qui ont marqué l'année et qui ont fait rayonner la France à l'international. Donc, bonjour Hélène, ravie de vous accueillir au micro de Bulle de Bonheur. Bonjour Raphaël. Dites-moi, j'ai envie de revenir un petit peu sur le livre que vous avez écrit, là, Ma famille, mon job et moi, là, qui est sorti donc en octobre 2023 chez Robert Laffont. Et j'ai envie de parler de ce quotidien, de tous ceux qui sont présents pour leurs parents, tout en assumant leur job. Et la première question que j'avais envie de vous poser, c'est quand on cumule tous ces rôles, comment est-ce qu'on fait pour éviter l'épuisement? Comment est-ce qu'on fait pour repérer les signes d'alerte? Comment on fait pour gérer ses émotions? Alors, c'est très compliqué à faire. La majorité des aidants que j'ai rencontrés ont beaucoup de mal à y arriver. Il faut dire qu'on ne les aide pas au quotidien. On ne les aide pas au quotidien. C'est pour ça que dans le livre, je leur ai fait un petit guide, une liste de symptômes, une liste de questions pour les aider à se repérer. Parce que souvent, quand on commence à se dire que ça ne va pas très bien, c'est qu'on est déjà très largement dans l'épuisement. Donc, c'est très compliqué de se rendre compte qu'on y va parce qu'on a la tête dans le guidon, parce qu'on enchaîne toutes les choses à faire sur notre to-do list au quotidien et qu'on n'arrive pas forcément à avoir le recul nécessaire. Parfois, on entend un collègue ou un proche qui nous dit tu devrais te reposer un petit peu ou des choses comme ça, mais c'est plus exaspérant qu'autre chose parce que personne ne vient avec des solutions pour vous remplacer ou pour vous aider. Donc, c'est vrai que les professionnels de santé ont un vrai rôle à jouer de dépistage, d'accompagnement pour essayer de faire en sorte que les dents n'arrivent pas jusqu'à l'épuisement, mais malheureusement, une bonne partie vont jusque-là. Et la question est surtout, une fois qu'on est là, comment est-ce qu'on revient en arrière? Mais moi, je trouve qu'il faut aussi sortir des injonctions. On entend tout le temps, prends soin de toi. Et c'est absolument pas adapté aux aidants. Alors, bien entendu, prendre soin de soi, c'est important, mais on a très peu le temps quand on est aidant de prendre soin de soi. En particulier, comme on l'entend pour tout le monde. C'est-à-dire, dans l'imaginaire général, prendre soin de soi, c'est manger 100% équilibré, c'est aller faire son heure de sport par jour, c'est 10 000 pas par jour, etc. Mais ça, alors si on y arrive, tant mieux, hein, je suis la première à dire que c'est bien, mais on se sent déjà tellement coupable tout le temps quand on est aidant qu'on n'a pas besoin de se mettre en plus cette pression que tout soit parfait. C'est pour ça que pour moi, il faut plutôt y aller petit pas par petit pas, 1 minute par-ci, 5 minutes par-là. Un petit peu de salade en plus, par exemple, à côté de ce qu'on mange. On rajoute un légume au lieu de se dire que d'un coup, on va plus manger que des haricots verts parce que c'est bon pour la santé. Certes, si vous voulez manger des haricots verts, c'est très bien, mais par pitié, pas que ça. On rajoute peut-être quelques pas autour du quartier si on a un peu le temps. Mais c'est vraiment des tout petits gestes au quotidien, doucement, qui aident à aller mieux, des toutes petites habitudes et pas des changements drastiques et pas tous les conseils de tous les professionnels qu'on entend dans tous les sens, les professionnels, les coachs, etc. Parce que ça ne s'adapte pas à la vie d'un aidant et que ça ne fait pour moi qu'aggraver les choses. Mhm. D'accord, oui, c'est en fait vraiment lutter contre cette culpabilité en fait de l'aidant finalement. Tout à fait, tout à fait. Et surtout comprendre d'où elle vient, parce qu'il y a plusieurs facteurs à cette culpabilité. Est-ce qu'elle vient d'un côté un peu perfectionniste, on veut que tout soit parfait tout le temps, sauf que rien n'est jamais parfait, donc ça n'aide absolument pas et on se sent mal quasiment tout le temps. Même dans le meilleur des cas, ce n'est jamais parfait, c'est juste très bien. Et c'est important de s'en rendre compte. Mais il y a aussi des gens qui culpabilisent parce qu'ils considèrent qu'il y a pire qu'eux comme situation, et ça c'est extrêmement fréquent. Mhm. Pourquoi est-ce que eux seraient fatigués? Pourquoi eux auraient le droit de se plaindre alors que, par exemple, ils n'ont qu'un parent malade et pas deux? Or, leur voisin a ses deux parents malades, ou alors ils ont un parent malade, mais leur voisin a le parent plus un enfant malade, ou alors quelqu'un vient de perdre son emploi dans leur entourage. Enfin, bref, on trouve toujours pire.
soyons honnêtes, il y a beaucoup de gens qui meurent tous les jours. Il y a toujours pire comme situation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Moi, l'exemple que je donne toujours en tant que médecin, c'est que si un jour je me mettais à travailler aux urgences, que j'accueillais un patient qui avait une jambe cassée et un patient qui avait deux jambes cassées, et qu'à celui qui n'avait qu'une jambe cassée, je disais un Doliprane et rentrez chez vous, prenez quand même sur vous, faites un effort parce que votre voisin, il a quand même deux jambes cassées. Donc, franchement, enfin, vous pourriez faire mieux, je me ferais radier en quatrième vitesse et ce serait normal. Ça n'aurait absolument aucun sens. C'est pas parce Mm. que le deuxième patient a les deux jambes cassées que le premier ne souffre pas et ne pas traiter sa douleur, ce serait absolument maltraitant. Donc, ne pas faire ça avec nous-mêmes, c'est maltraitant aussi en tant qu'aidant. Donc, c'est important de le réaliser. Et puis, on a bien sûr tous les aidants qui ont ce que j'appelle le syndrome de l'imposteur de l'aidant, c'est-à-dire qui considèrent qu'ils n'en font pas encore assez pour être aidants. C'est pas encore assez grave, ils sont pas assez prêts, ils font pas assez d'heures, enfin bon, bref, tous les pas assez, pas assez, pas assez qu'on peut trouver pour justifier que, pareil, il n'est pas le droit de se plaindre et que donc, quand ça va pas, il culpabilise encore et encore et encore. C'est un peu un cercle vicieux quand on est dans la culpabilité. C'est clair, c'est certain, c'est certain. Du coup, vous disiez là dans votre livre, vous avez noté en fait tous ces signes, ces signaux d'alerte. J'entends que la culpabilité en est un. Est-ce qu'il y en aurait d'autres qui pourraient être éveillés auprès de nos auditeurs? Bah, c'est tous les symptômes qu'on ignore, qu'on met de côté, les migraines qui reviennent régulièrement, le mal de dos, les problèmes pour dormir, les petits épisodes de déprime qui peuvent aller vers de la dépression, pareil pour l'anxiété. Tout ce qui nécessite, quand vous finissez par arriver chez le médecin, en général, c'est que vous êtes déjà bien épuisé parce que les aidants ne vont pas non plus chez le médecin. Sauf en dernière nécessité. Ça, c'est assez connu, malheureusement, ils renoncent aux soins. En tout cas, ce n'est pas une priorité dans l'ordre de toutes les priorités qu'ils ont. Donc, quand ils y arrivent, c'est qu'en général, le symptôme est quand même devenu vraiment, vraiment très gênant. Tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, donc douleurs lombaires, contractures, quand vous avez mal dans les trapèzes, vous savez, près Mhm, du cou, etc. Tout ce qui est, oui, tension musculaire, problème de migraine ophtalmique, etc. Tous ces symptômes-là qui reviennent, qui sont récurrents, sont des signes de stress. Mais de toute façon, on le sait au fond de soi quand on est crevé, quand on est épuisé. C'est juste qu'on ne veut pas l'admettre parce qu'on n'a pas le temps on n'a pas le temps de le gérer et on on n'a n'a pas pas le que temps de ça à gérer. faire. Donc, ce qui est important, c'est surtout de réussir à le repérer et à accepter de le faire repasser plus haut sur la liste des priorités. Et à côté de ça, de temps en temps, quand on est en train de jongler entre ses enfants, ses parents vieillissants, son boulot, c'est ce que vous expliquez dans votre livre, c'est pas si facile Ah non, de non, c'est trouver des extrêmement relais. compliqué. Et en plus, on culpabilise vis-à-vis de tout le monde. Vis-à-vis du proche qu'on accompagne, parce qu'on n'accompagne pas forcément ses parents, on peut accompagner un enfant, on peut accompagner son conjoint. On culpabilise parce qu'on n'en fait jamais assez vis-à-vis de lui. On culpabilise vis-à-vis du reste de la famille, le conjoint, les enfants, là par exemple, dans l'exemple où on accompagne un parent, parce qu'on n'est plus assez là pour son mari, on n'est pas assez là pour ses enfants. On culpabilise vis-à-vis de l'employeur parce qu'on se trouve moins bon, parce qu'on est plus fatigué forcément au travail. Et en plus, donc, on n'arrive pas à prendre soin de soi. Donc là, vraiment, la boucle est bouclée. On culpabilise pour absolument tout. D'où l'importance d'essayer de réussir à trouver une organisation où on n'est pas seul à s'occuper de tout. Mais c'est très complexe parce que chaque famille fonctionne différemment, parce qu'on n'a pas forcément envie de mettre, entre guillemets, le fardeau sur les épaules de quelqu'un d'autre non plus. Il y a beaucoup Mhm, d'aidants qui considèrent, par exemple, que ce sont leurs parents qu'ils accompagnent et donc ce n'est pas à leur mari ou à leur femme de s'en occuper, mhm. euh, qui ne veulent pas mêler les enfants non plus à ça, parce qu'il y a aussi des jeunes aidants quand même dans ces histoires-là. Beaucoup d'aidants qui n'osent pas en parler au travail, alors que ça pourrait parfois les soulager, en tout cas permettre un peu plus de flexibilité, mais ça dépend vraiment des entreprises et des employeurs. Mais ça, c'est une autre question. Donc, Bien sûr, ça c'est clair. Mais du coup, dans votre livre, vous parlez de compétences que l'on développe quand on est aidant. Qu'est-ce que vous en diriez? alors, on développe énormément de ce qu'on appelle les soft skills ou compétences interpersonnelles quand on est aidant. Mettons par exemple que vous accompagnez votre père qui a la maladie d'Alzheimer, pour l'instant en maintien à domicile. C'est vous qui avez recruté les auxiliaires de vie qui vont venir chez lui au quotidien. Donc, vous avez géré le recrutement, vous gérez la paye, vous gérez les plannings. À côté de ça, il y a la livraison de repas. Donc, vous gérez aussi ces entreprises-là, les prestataires de manière générale, tous les remplacements quand il y a les congés maladie, etc. Ça, c'est pour vous aussi. De l'autre côté, il faut l'emmener à son traitement. Donc, vous coordonnez tout ça, vous coordonnez les dossiers de demande d'aide. Ça, ce sont des compétences qui s'appliquent directement dans le monde du travail. Et quand vous prenez deux personnes à CV
parfaitement égale et à expérience professionnelle parfaitement égale, par exemple, pour manager une équipe, moi, en tant que chef d'entreprise, je prends sans hésiter la personne qui est aidante et qui a géré tout ça, et qui le fait toujours d'ailleurs, au domicile, parce que je sais qu'elle a une expérience concrète de ce qu'est manager une équipe, par exemple, que n'a pas l'autre personne. Donc, et c'est très important pour moi de voir ce côté aussi très positif de l'aidance. Et bien entendu, la relation, ce qu'on fait est de toute manière positif, mais on a trop tendance dans le monde du travail à voir les aidants comme les personnes qui sont vulnérables et à voir ça comme un poids qu'il faut compenser, comme une faiblesse qu'il faut compenser, alors que pas du tout. On a certes des moments un peu plus difficiles, mais tout le monde traverse des moments un peu plus difficiles que d'autres. Quand on est aidant, non seulement on est quelqu'un de bien, mais en plus on développe vraiment beaucoup de compétences qui seront très utiles à l'employeur juste derrière. Donc, c'est important d'être un maximum positif et de réussir à le mettre en valeur correctement. Mmh. Vous diriez qu'on pourrait parler aussi d'adaptabilité, d'organisation, de toutes ces compétences-là aussi qu'on développe? Complètement. Après, ça dépend tout à fait de l'aidant et de la situation. Il y a 11 millions d'aidants en France. Donc, tous les aidants ne développent pas toutes les compétences tout le temps. C'est pour ça que je propose dans mon livre un exercice que j'appelle la fiche de poste de l'aidant. Oui? L'idée est que vous vous recrutiez. Si quelqu'un devait vous remplacer du jour au lendemain et faire exactement ce que vous faites au quotidien auprès de votre proche, de manière très, 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 très précise, c'est-à-dire que vous ne manquez absolument aucune tâche, de quoi est-ce que vous auriez besoin et de quelles compétences cette personne aurait besoin. Faire cet exercice, ça montre ce que vous avez développé comme compétences. Mmh. Absolument, clairement, clairement. Donc on peut dire que en fait, voyons aussi, le rôle de l'aidant avec, bon, sa dureté, son âpreté parfois de temps en temps et aussi, sa capacité, ce côté plutôt positif de pouvoir acquérir un certain nombre de compétences. Exactement. Tout à fait. Bah, écoutez, c'est formidable. Merci beaucoup, Hélène. Alors Hélène, nous allons passer à la deuxième partie donc, de notre interview et la première question que j'avais envie de vous poser: qu'est-ce qui vous rend heureuse dans votre quotidien? Plein de choses. Ma famille, au quotidien, parce que je suis très, très proche de ma famille. Le fait de savoir que je suis utile concrètement, tous les messages d'aidants que je peux recevoir et qui m'arrivent tous les jours, parce que je pense qu'il y a rien de plus beau, que de se dire qu'on a un impact sur la vie des gens et d'avoir la chance que ce soit mon travail aussi et de me lever tous les matins avec le sourire en me disant que: «Chouette, une nouvelle journée arrive». Merveilleux, merveilleux. J'avoue qu'avoir des témoignages positifs comme nous on en a avec les jeux et avec ce que nous développons à 2 minutes de bonheur, j'avoue qu'on comprend pourquoi on se lève le matin en fait, hein. C'est exactement ça. Ouais, c'est merveilleux. Notre deuxième question, une valeur humaine qui vous rend heureuse? Je dirais la bienveillance. Aujourd'hui, je la vois de moins en moins, mais quand je la vois, elle me fait vraiment plaisir. Je trouve qu'on manque beaucoup de bienveillance en tant que société. On a tendance à se juger les uns les autres et à pas forcément être très solidaires. Donc, quand je vois des gens être bienveillants, en particulier envers les aidants, et ben, ça me fait plaisir et ça me redonne espoir. OK, donc bienveillance vraiment dans ce sens, écoute, regard positif, Plutôt dans le sens solidarité. solidarité. D'accord. Je pense qu'on est solidaire, ça dépend de nos valeurs, surtout humaines, et c'est pas une valeur d'un pays, c'est vraiment une valeur intrinsèque à la personne. Ouais, et vous la voyez comme quelque chose de plus Oui. personnel et très singulière, en fait. Exactement. On peut avoir dans la même famille des personnes qui sont très solidaires et des personnes qui ne sont pas du tout. Tout à fait, absolument. Mmh. OK. Notre troisième question, un événement qui vous a rendue particulièrement heureuse? Dans toute ma vie, dans cette dernière année, dans Un événement, celui que vous souhaitez. alors je dirais, le prix de l'Académie de médecine. Parce que c'était au tout début, je venais seulement de publier mon premier livre et sur mes années de recherche précédentes, j'avais eu beaucoup de mal à faire entendre le sujet des aidants, aux soignants. Et c'est vrai que d'avoir l'Académie de médecine, donc littéralement les médecins, les représentants scientifiques des médecins qui remettent un prix et qui considèrent que donc le sujet est important, vaut la peine qu'on y consacre du temps. Ça a été peut-être un des plus gros boosters pour moi de ces dernières années. Effectivement, c'est une merveilleuse reconnaissance. Mais c'est surtout plein d'espoir vraiment parce que honnêtement, c'était pas gagné et je sais qu'on est dans le monde de la santé, mais le monde de la santé, on sait prendre soin des patients, mais on ne sait absolument pas voir les familles et pour beaucoup à l'époque, on me regardait vraiment de travers quand je disais que moi je m'intéressais aux familles et pas aux patients. On considérait que je faisais pas de médecine. Donc quand derrière l'académie de médecine est arrivée avec ça, je me suis dit que donc il y avait des regards qui pouvaient changer et que quand même ça évoluait au fur et à mesure.
Quand vous dites, l'importance de s'intéresser, aux familles, vous considérez que le fait de s'intéresser aux familles, quelque part, est aussi une aide médicale, pour le patient lui-même? Complètement, complètement, parce que, sans famille et sans aidant de manière générale, il y a absolument aucun soin à domicile qui sont possibles. Ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup de patients qui ne peuvent pas rester seuls, et qui s'ils n'ont pas un proche qui vient s'occuper d'eux, il faut les laisser hospitaliser ou il faut les laisser en institut, ça dépend de la pathologie. Donc on ne peut rien faire sans les proches et c'est pour ça que ça m'exaspère autant quand les proches n'apparaissent nulle part dans la prise en charge ou quand j'en discutais hier avec une amie soignante, on renvoie à domicile des patients sans même s'enquérir du consentement du proche ou de la manière dont ça va s'organiser à domicile. Parce qu'il y a des fois où c'est un bazar assez innommable, simplement parce qu'on n'a pas posé la question de comment ça va se passer. Est-ce que vous vivez avec quelqu'un qui peut prendre soin de vous? C'est important de ne pas assumer automatiquement que la personne qui est là va pouvoir prendre soin du patient et de demander comment ça va se passer. C'est 2-3 questions, pas grand-chose, mais vérifier ça avant de renvoyer chez lui un patient qui ne peut pas rester seul, c'est quand même extrêmement important. Enfin, ça joue sur toute la prise en charge. Sinon, c'est des patients qu'on retrouve aux urgences juste derrière. Donc vraiment, vous défendez une médecine quelque part très holistique, où vraiment tous les pans de la personne sont pris en charge, en fin de compte? Exactement, c'est vrai que quand on parle de médecine holistique, habituellement, on parle de tout dans le patient de manière générale, mais en fait, je défends qu'on ne regarde pas seulement le patient, qu'on ne soit pas centré sur, sur le patient, mais sur le patient et son environnement. Parce que c'est un tout, et on le voit bien, l'environnement du patient a de l'effet sur lui. Quand on parle d'environnement, quand on parle de climat, etc., tout ce qu'il y a autour du patient a de l'effet sur lui, a de l'importance sur lui. Pourquoi est-ce qu'il y a un facteur extrêmement important qu'on passerait sous silence? La famille. Ça n'a aucun sens. Et si je me permets d'aller un peu plus loin, est-ce que vous diriez que justement donc cet environnement, familial quand il est porteur ou cet environnement, parce qu'il n'est pas forcément que familial, quand il est Mmh. porteur, cet aspect psychologique extrêmement positif va permettre davantage, au patient de pouvoir, enfin guérir ou au moins aller mieux ou le soulager? Ah, pour le patient, oui, c'est souvent très positif, d'être aidé par ses proches. La question, c'est l'équilibre, entre, la demande qui est faite à l'aidant, et sa vie et sa santé à lui. Souvent, c'est positif. Après, certains patients ont beaucoup de mal à accepter l'aide, de leurs proches. Parfois, ils se considèrent un peu comme un fardeau, ils considèrent que c'est compliqué. Certains ne veulent pas du tout que leurs proches les accompagnent. Ils veulent que leurs proches restent leurs proches. Donc c'est très patient dépendant et situation dépendante. Mais souvent, mais pas tout le temps, ça fait du bien au patient quand il est accompagné par un aidant. Bah, je pense qu'il y a rien de plus beau que de se sentir, aimé, soutenu et accompagné, en fait. Tout à fait, mais la question est qu'est-ce que ça veut dire accompagner? Parce qu'on accompagne quand on est l'épouse, quand on est l'enfant, rien que par sa présence. Mais où est-ce jusqu'où ça doit aller? Est-ce que ça doit aller jusqu'à des actes de soins? Est-ce que ça doit aller jusqu'à une coordination des équipes? Beaucoup de questions. Bah, c'est clair, c'est clair. Puis ça m'amène aussi, toute la question de l'autonomie de la personne, que de temps en Mmh. temps, avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse, peut-être que certains aidants, infantilisent quelque part, leurs proches, malades, l'empêchant en fait quelque part d'avoir parfois une forme d'autonomie. Oui, effectivement, ça arrive et c'est vrai qu'il y a une expression, par exemple, que j'aime pas particulièrement quand j'entends, «Je suis le parent de mon parent». Moi, c'est une phrase que j'aime pas trop parce qu'on le dit pas dans le sens positif. En général, quand on dit qu'on est parent, on est content d'être parent. Mais dans cette phrase-là, on le dit pas en disant, «Je suis fier d'être le parent de mon parent». Ça fait quand même référence, plutôt à la partie organisationnelle, compliquée du côté parent. On n'est jamais le parent de son parent. On reste l'enfant avec parfois un rôle différent, avec, des tâches en plus, mais on reste l'enfant et je trouve qu'en tant que société, on a une vision des personnes âgées qui est quand même encore assez agiste. La majorité sont autonomes dans leur tête. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre la perte de la capacité de décision et la perte de la capacité de faire des activités de la vie quotidienne. C'est pas du tout la même chose. Et en fait, la dépendance physique, qui arrive souvent avec le vieillissement, ne signifie pas du tout perte d'autonomie dans la prise de décision. Mais malheureusement, c'est souvent le cas, dans la tête de pas mal de gens. Donc il faut faire attention à ça et c'est aussi le rôle des soignants, que de le rappeler. Après, c'est pas le cas de tous les aidants. Il y a beaucoup d'aidants qui savent aussi faire la différence et qui savent poser les questions et s'adresser directement à leurs parents, par exemple,
Mais c'est vrai que j'ai eu des aidants qui m'ont dit, par exemple: «Docteur, est-ce que vous pensez que je dois, accompagner maman chez le médecin?» Et quand je répondais: «Qu'est-ce qu'elle en pense votre maman?» Ils n'avaient pas posé la question à leur maman. La maman était tout à fait capable de décider, elle était juste âgée, elle avait absolument pas perdu sa lucidité, et c'est vrai que c'est important de garder ce réflexe. Ce sont des adultes jusqu'au bout, parfois des adultes avec une maladie, mais ce sont des adultes jusqu'au bout, qui ont droit à l'autonomie, même si parfois on n'est pas d'accord avec leurs décisions. Et ça, c'est aussi un dilemme. On a le droit, quand on est une personne âgée, de choisir où on vit, même si on prend un risque. Dans ces cas-là, il faut avoir une vraie discussion. Il faut que le risque soit expliqué, il faut en parler, mais ça reste, tant qu'il n'y a pas de maladie qui touche la capacité de prise de décision, ça reste des adultes. Et s'ils veulent prendre un risque, eh ben, ils ont le droit de prendre ce risque. Par contre, il ne faut pas que les conséquences de ce risque retombent sur le dos de l'aidant. Tout passe par la Absolument. communication. Absolument, je trouve ça très, très intéressant ce que vous amenez et d'abord extrêmement subtil aussi, et de bien faire la différence entre cette perte d'autonomie physique, qui n'est pas forcément une perte d'autonomie intellectuelle et également cette prise de risque que peut prendre, la personne qui est en perte d'autonomie ou en tous les cas âgée et que c'est bon d'en discuter, en famille pour, comprendre et aussi prendre cette décision-là, effectivement, que ça ne porte pas sur l'entourage et que c'est pas l'entourage qui porte cette décision et cette prise de risque. C'est, C'est ça. Mais par contre, j'ai envie de dire, c'est un échange. Si le parent, souhaite prendre un risque, il faut aussi dans ces cas-là qu'il réalise les conséquences que peuvent avoir ce risque, parce qu'il ne faut pas que tout retombe sur les dents. C'est-à-dire que c'est ça. si le risque est assumé, de continuer à vivre dans un logement qui n'est absolument pas adapté et que derrière il y a une chute, il faut qu'il se rende compte qu'il ne pourra pas forcément aller vivre immédiatement, chez son fils ou sa fille et cetera, parce qu'il y aura eu une urgence, que derrière il y a un risque dans ces cas-là, par exemple, d'EHPAD. Et il faut que ce soit clair, il faut que ce soit discuté, mais en tant qu'adulte. Comme un parent discuterait avec son enfant des différents choix de vie qu'il peut faire. Parce que dans chaque situation, il y a du pour et il y a du contre. Donc à la fin, ce sont des décisions, mais c'est des décisions qui se prennent ensemble après avoir étudié tous les scénarios possibles. Passons à notre quatrième question. Quel est votre secret pour être heureuse? Dormir. Dormir. Et je suis de très mauvaise humeur quand je dors pas assez et je pense qu'on sous-estime beaucoup le sommeil aujourd'hui. C'est le meilleur moyen d'être capable de travailler, d'écouter de la musique, d'avoir envie de bouger, de faire du sport, de sortir et cetera, c'est de pas être crevé et pour pas être crevé, il faut dormir et c'est quelque chose qui est chez moi non négociable depuis ma première année de médecine, qui était très négociable avant. Mais c'est un conseil qu'on m'a donné en première année de médecine pendant que je préparais le concours. On m'a dit: «Tout le monde va bosser comme un dingue et va dormir 4 heures par nuit. Toi, tu feras la différence, dors, tu travailleras moins, mais par contre, tu travailleras nettement mieux et tu arriveras en forme au concours». Et jusque-là, le conseil a plutôt bien fonctionné, donc je continue de l'appliquer et religieusement, je dors, à peu près 9 heures par nuit. Donc je dirais que c'est un des vrais secrets du bonheur chez moi. Génial, formidable. Question suivante, Hélène. Quels sont vos 3 synonymes de bonheur? Famille, très clairement, en numéro un. Oui. Musique. Musique en numéro 2. Je ne pourrais absolument pas vivre sans musique. Je fais partie de ces gens qui vivent 24 heures sur 24 en musique. Première chose que je fais le matin, c'est d'allumer ma musique. Dernière chose que je fais le soir, c'est d'éteindre ma musique. Je travaille en musique, je cuisine en musique, je marche en musique, je prends le métro en musique. C'est globalement, tout est en musique. C'est extrêmement important pour moi. Je ne pourrais pas écrire sans musique et ça influence toutes mes émotions. Quand ça va pas, il suffit que je trouve le morceau qui va coller à mon humeur et qui va l'améliorer et hop, en un claquement de doigts, musique égale bonheur chez moi. Et j'ai une question à vous poser à propos de musique. Quel type de Allez-y. musique vous écoutez? Vous êtes très éclectique dans vos choix? Alors je suis très, très, très éclectique. J'écoute, autant la musique française, par exemple, que Taylor Swift, dont je suis une fan absolue. Vous pouvez m'entendre, écouter vraiment, vraiment de tout, de la pop, de la country, des vieilles musiques. Je peux écouter Sinatra, comme je peux écouter Joe Dassin, comme, je pourrais écouter Beyoncé, comme ça dépend de l'humeur du moment et de ce dont j'ai besoin. Est-ce que je veux me concentrer? Est-ce que je souhaite, être «dans mes émotions» entre guillemets, écouter quelque chose de plus triste? Est-ce que je suis en train de marcher et que donc, je veux réfléchir, ça va vraiment dépendre de mon humeur. Je choisis le morceau et le type de musique en fonction de ce que je veux faire ou ressentir à ce moment-là. D'accord, OK, formidable, génial. Donc, nous voilà avec, 2 synonymes, donc la Mmh. famille et la musique et le troisième, ça serait? La nature.
La nature. Pendant longtemps, pareil, j'avais sous-estimé, cet aspect-là et ces dernières années, je me suis à nouveau rapprochée. J'ai recommencé à faire des longues marches, aller faire des randonnées toute seule avec ma musique dans la nature et je trouve que c'est extrêmement important pour réfléchir, pour se ressourcer, pour être moins stressé. Donc maintenant, dès que je peux, je vais marcher au bord de l'eau. Alors bon, à Paris, c'est la Seine, mais ça n'empêche, c'est-à-dire que ça reste quand même la nature et dès que je peux m'évader, j'en profite. C'est que ce soit dans un parc, que ce soit hors de Paris, hors des villes, on trouve très vite de la campagne en France. On a de la chance, on est un chouette pays pour ça. Donc le plus de nature possible, tant que c'est pas des araignées. Parce que beaucoup moins de bonheur, les araignées. Oui, ça j'ai l'impression, c'est ce qu'il me semble entendre. Dernière question Hélène, en 2 minutes, qu'est-ce que vous auriez envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Je pense qu'avec ce que je viens de dire, c'est assez facile. Je vais leur proposer d'écouter de la musique. Oui. Je croise beaucoup de monde qui n'écoute pas de musique et je dois dire que ça m'étonne toujours autant. J'ai tendance à considérer qu'ils ont peut-être pas juste trouvé la musique qui leur plaît, qui leur fera ressentir quelque chose. Mais après, c'est comme tout. Moi, par exemple, je suis pas une grande fan de peinture et pour certaines personnes, c'est quelque chose qui libère des émotions assez incroyables. Moi, j'ai jamais réussi à vraiment avoir d'émotions en regardant une peinture. Donc, bon, chacun son truc. Mais je dirais que d'écouter de la musique et de danser et de se défouler, ça fait un bien fou. J'essaye de le faire vraiment tous les jours. Ça vide la tête. On sous-estime vraiment l'importance de quelques minutes de détente, de danse, de rire et de musique par jour sur le Mmh. quotidien. Est-ce que vous je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter notre podcast, celui que j'ai fait avec Christophe Médicis, sur la mélothérapie et il Non. explique, combien, la musique, dit de choses de nous et je vous enverrai le podcast, Avec plaisir. très intéressant de voir. Il a écrit un livre là-dessus et de voir, l'influence qu'il peut y avoir, entre, la musique et ce que l'on peut vivre, ses objectifs de vie. Enfin, c'est très intéressant. Oui, ça a l'air passionnant. Je lirai j'écouterai et je lirai le livre avec plaisir. On termine toujours, on a cette tradition, à Bulle de Bonheur de terminer nos podcasts avec une citation qu'on appelle une petite mousse dans cet univers pétillant dans lequel, j'aime vivre et j'aime grandir j'ai choisi une citation de Pythagore je trouve qui est intéressante puis qui illustre bien nos propos et qui dit qu'un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. C'est une jolie citation. Mmh. Je la connaissais pas du tout. Je dois dire que Pythagore pour moi restait Un triangle? un triangle exactement, restait un mauvais souvenir d'enfance. Mais je suis ravie de savoir qu'on peut réécrire ses souvenirs d'enfance avec des jolies citations par-dessus et que comme quoi tous les hommes ont plusieurs facettes. Absolument, tout à fait et puis je trouvais que Ou si on par veut faire rapport la blague, plusieurs angles. Voilà, exactement, bon, le triomphe de l'hypoténuse est égal à la somme des autres 2 autres côtés. Bon, je crois qu'il est inscrit dans la tête de chacun d'entre nous à peu près, oui. et en tous les cas, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très beau par rapport aux aidants et de savoir que celui qui est l'aidant, bah, oui, il se met souvent à genoux et pour aider quelqu'un qui est en situation de fragilité et de vulnérabilité et il y a quelque chose, oui, ça fait des hommes grands, en fait, de se mettre au service des plus vulnérables. Je partage complètement cette citation et Mmh cette philosophie. mh. Bah, en tous les cas, merci beaucoup Hélène de vous être Avec prêtée, grand plaisir, au jeu des questions de bulles de bonheur avec grand plaisir. et Merci pour l'invitation. bah, j'étais ravie et avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux.